Bonjour, Elisabeth Borne. Merci Bonjour. beaucoup d'être ce matin sur le plateau de LCI. Vous êtes ministre du Travail. Vous allez nous dire dans quelques minutes ce qu'il en est du port du masque en entreprise. Vous nous annoncerez si on le retire ou pas dans toutes les entreprises ou pas à partir de lundi. Ça concerne évidemment des millions de Français qui en ont assez sans doute de subir cette tyrannie du masque. Mais d'abord, la guerre voulue par Poutine, elle provoque un carnage en Ukraine, mais elle déstabilise les économies mondiales. On va payer, c'est ce qu'on commence à comprendre. Le président Macron a donné des indices de ce que pourrait être le plan de résilience. D'abord, le prix de l'essence. Vous le savez, il monte en flèche. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle aide à court terme ? Alors, vous l'avez dit, hein, l'Ukraine, c'est d'abord un drame avec des civils qui perdent la vie, mais c'est aussi des conséquences pour notre économie, une nouvelle flambée des prix de l'énergie. Comme le président de la République l'a demandé, le gouvernement travaille à un plan de résilience, à la fois pour les secteurs qui sont concernés, par exemple parce qu'ils perdent des débouchés ou qu'ils ont des difficultés d'approvisionnement, et puis aussi tous les Français sont concernés avec cette flambée du prix de l'énergie. On a déjà pris beaucoup de mesures pour protéger les Français face à cette hausse du prix de l'énergie, avec notamment les boucliers tarifaires sur le gaz, sur l'électricité qui vont être maintenus. Mais le président de la République l'a évoqué, on va devoir prendre sans doute une mesure supplémentaire pour les carburants. Donc on a une réunion cet après-midi autour du Premier ministre avec d'une part les filières concernées et puis les organisations syndicales et patronales pour évoquer tous ces sujets. Il dit, hier, il était à Poissy face à des Français. Il y aura un complément qui sera fait sur la partie essence. Ce sera travaillé à la fois autour de l'approche indemnité kilométrique et indemnité inflation. Ça veut dire quoi ? Je pense qu'on aura l'occasion de le préciser sans doute la semaine prochaine. Il fait référence aux deux mesures qui ont été prises. Il y en a même trois. Il y a eu d'abord un supplément exceptionnel sur le chèque énergie, une indemnité inflation pour 38 millions de Français, et puis plus récemment, une revalorisation des indemnités kilométriques, du barème kilométrique, pardon. De 10%. Voilà, de 10%. On voit que le baril de pétrole continue à augmenter et donc il faut des nouvelles mesures pour protéger les Français, notamment tous ceux qui doivent prendre leur voiture pour se rendre tous les jours au travail. Vous êtes favorable à une aide ciblée précisément pour les salariés, c'est ce que demande Laurent Berger, par exemple, pour les salariés qui ont besoin de leur voiture. Je pense qu'il faut être attentif. D'abord, il faut sans doute des aides ciblées et il faut être attentif à ceux pour lesquels c'est insupportable de payer l'essence aussi cher. On verra la forme que ça prendra, mais en tout cas, la préoccupation, elle est claire, d'accompagner, de protéger ceux qui doivent prendre leur voiture pour se rendre au travail. Mais par exemple, est-ce qu'il pourrait y avoir un nouveau chèque inflation ? Ou ça, compte tenu du coût que ça représente, c'est pas possible. Je vous dis, la forme de la mesure, elle devra être précisée. Elle va être notamment débattue, y compris avec les organisations patronales et syndicales. L'objectif, il est clair, que tous ceux qui veulent aller travailler ne soient pas effectivement pénalisés par un prix du baril et donc un prix à la pompe qui est très important. L'objectif du plan de résilience, d'abord, c'est quand ? Quand est-ce qu'il va être présenté ? Il sera présenté dans les prochains jours. C'est ce que le président de la République a demandé. Vous savez qu'il y a à la fois des mesures de court terme, celles qu'on vient d'évoquer sur le pouvoir d'achat, des mesures aussi, il faut être attentif aux filières, que ce soit les industriels, les agriculteurs, les pêcheurs, qui peuvent être pénalisés, je le disais, sur leur approvisionnement. Ils peuvent avoir des ruptures d'approvisionnement. Il peut y avoir aussi une augmentation très importante des prix. Et puis, il y a aussi des dispositions à plus long terme pour conforter l'indépendance alimentaire, énergétique, industrielle de la France et de l'Europe. Et le président de la République réunit les chefs d'État et de gouvernement jeudi et vendredi à Versailles. Et donc les mesures, elles seront aussi discutées au niveau européen. Ça, exactement. Il y aura éventuellement d'ailleurs un fonds de mutualisation, comme il a existé pendant la crise Covid. C'est sur la table. C'est quelque chose qui est sur la table, effectivement, au niveau européen. Donc il faut qu'il y ait des mesures qui soient équitables entre tous les États membres de l'Europe. Certains pays peuvent aider. Enfin, il pourrait y avoir un fonds, encore une fois, de mutualisation, comme il y a eu pour passer le cap de la crise Covid. Vous savez que la Commission européenne a
évoqué le fait qu'il faut effectivement qu'on soit attentif à ce qu'il n'y ait pas des pays, et on sait qu'il y en a qui sont plus dépendants du gaz russe, qui soient plus pénalisés que d'autres. Et donc c'est le sens aussi des discussions qui se tiendront jeudi et vendredi autour du président de la République. Est-ce que l'activité partielle, ou le chômage partiel peut être encore aussi un levier, un outil pour aider les entreprises à passer le cap? Alors c'est clair que des entreprises qui voient leur production arrêtée parce qu'il y a un composant qui leur manque, elles peuvent mobiliser de l'activité partielle de longue durée. C'est un outil qui peut protéger dans la durée les emplois. Et donc, c'est quelque chose qui doit être mobilisé par les entreprises qui sont pénalisées sur leurs approvisionnements ou sur leurs débouchés. Ça veut dire quoi, l'activité partielle? Ça veut dire qu'elles ont le droit de faire quoi? Alors, ça veut dire, vous savez, l'activité partielle de longue durée, ça protège 1,5 million de salariés aujourd'hui, notamment dans des filières telles que l'automobile, l'aéronautique. Et donc, ça permet, quand le salarié ne peut pas travailler, de prendre en charge la rémunération du salarié. C'est comme ce qu'on a fait pendant la crise sanitaire, avec simplement 15% à la charge de l'entreprise et 84% du salaire net pour le salarié. Et c'est l'État qui compense. Et c'est effectivement l'État qui compense, comme on l'a fait dans la crise sanitaire. Là, c'est beaucoup plus ciblé sur les quelques filières qui peuvent être très impactées par la crise ukrainienne. Parce que là, c'est quel type d'entreprises qui vont être aidées, quelle que soit leur taille, par exemple, y compris les très grosses entreprises? L'objectif des réunions qui se tiennent autour du Premier ministre cet après-midi, c'est vraiment de faire le point précisément avec les filières qui peuvent avoir des difficultés. Vous savez, on a évoqué le fait qu'il y a un certain nombre de matières premières, comme le titane, par exemple, pour lesquelles on est aujourd'hui très dépendant de la Russie. Et donc, c'est un sujet sur lequel il faut réfléchir à moyen terme. Mais donc, ces filières qui peuvent être pénalisées, qui peuvent avoir leur chaîne arrêtée, on souhaite évidemment continuer à protéger les emplois. Donc, précision dans les jours qui viennent. Absolument. Avant une dizaine de jours. Je pense que ça sera sans doute dans le courant de la semaine prochaine. Mais... Dans le courant de la semaine prochaine. Avant la mi-mars, on peut à peu près dire ça. Des questions de principe, Elisabeth Borne. Total Energy et Engie refusent de quitter la Russie. D'autres entreprises comparables l'ont fait. La première qui l'a annoncé, c'est BP. Est-ce qu'ils doivent le faire? Est-ce que c'est tenable si la guerre dure encore longtemps? Et hier, Emmanuel Macron a dit qu'elle allait durer. Moi, je ne suis pas là pour dicter à Engie ou à Total ce qu'ils doivent faire. Ce qui est clair, c'est qu'on souhaite avoir des sanctions économiques qui ont été décidées de façon très, très solidaire entre tous les pays de l'Union européenne, et y compris aussi avec d'autres pays, les États-Unis, le Canada. Et donc, je pense que c'est important que la Russie perçoive qu'elle n'a rien à gagner dans cette guerre, en tout cas que ses dirigeants le perçoivent, et c'est tout le sens des sanctions économiques qu'on prend. Est-ce que c'est tenable que Total Energy et Engie restent en Russie alors que la communauté internationale essaye précisément d'isoler totalement? Est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce que vous pensez que c'est tenable? Vous allez me dire, c'est pas à moi de dire ce qu'elles doivent faire parce que vous avez une obligation de réserve, mais dans le fond, vous en pensez quoi? Je pense que c'est important que ces entreprises aient aussi en tête la nécessité d'avoir des sanctions économiques. Tous les pays ont souhaité prendre ces sanctions économiques, et donc je pense qu'il faut aussi que Engie et Total réfléchissent à la façon dont ils peuvent participer à ces sanctions économiques. De la même façon, Henri Proglio doit-il cesser ses activités avec la Russie? C'est pareil, vous voyez, moi je ne vais pas dire à chacun ce qu'il doit faire. Je pense que tous ceux qui étaient dans des conseils d'administration, qui du coup sont, on va dire, un peu dépendants de ces sociétés russes, c'est une bonne idée de prendre de la distance, on va dire, dans le contexte actuel. C'est une litote. Si j'entends plutôt le côté litote dans votre réponse. Est-ce qu'il faut suspendre les importations de pétrole et de gaz russe, comme le demande François Hollande dans une tribune dans Le Monde, pour arrêter, on va voir le titre normalement, pour arrêter Poutine, arrêtons de lui acheter du gaz. Qu'en pense le gouvernement? Est-ce qu'il faut cet embargo? Moi, je veux rassurer François Hollande, il ne nous a pas échappé que acheter du gaz ou permettre à la Russie de vendre son gaz est quelque chose de très important pour elle. Mais vous savez, je pense que la force des sanctions qui ont été prises par l'Europe, c'est le fait que ça a été décidé à l'unanimité. Donc on sait qu'il y a des pays en Europe qui sont très dépendants du gaz russe. On sait que notamment les Allemands se sont exprimés sur le sujet. C'est quelque chose qui
aussi être sur la table, mais ça sera discuté avec les chefs d'État et de gouvernement à Versailles. Et je vous dis, je pense que c'est évidemment important qu'on continue à avoir cette unanimité, ces mesures coordonnées entre tous les États de l'Union européenne. Or, l'Allemagne, évidemment, hier, le chancelier Scholz a dit non, on ne peut pas couper le robinet comme ça, ce serait catastrophique. Quand on est dépendant comme l'est l'Allemagne et d'autres pays, on voit bien que c'est un vrai sujet de préoccupation. Donc, il faut être solidaire aussi Et je pense que, il faut surtout qu'on continue à marcher, à parler d'une seule voix en Europe. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire. Et donc, c'est sur la table et ça sera discuté avec les autres États membres jeudi et vendredi à Versailles autour du président de la République. Donc, pas de prise de position à l'emporte-pièce d'un pays je pense que... Comme les États-Unis, par exemple, ils ont des ressources propres, donc eux, ils disent oui. Alors, on n'est pas dans la même situation. Et l'unité de l'Europe sur ces sujets, c'est quelque chose de fondamental. Vous chapeautez, si je puis dire, en tout cas, vous surveillez de près les négociations sur les hausses de salaire dans les entreprises, Elisabeth Borne. Soyons clairs, hein, les Français ne sont pas des enfants. Est-ce que les hausses des prix ne vont pas effacer l'effet de ces hausses de salaire? Alors, évidemment, ce sujet du pouvoir d'achat, il est au cœur des préoccupations des Français avec cette inflation qui revient, hein, cette flambée d'un certain nombre, notamment du cours de l'énergie. Moi, je suis très attentive à ce que les entreprises amortissent au mieux et compensent le pouvoir d'achat que les ménages, sur lesquels les ménages sont très préoccupés aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de discussions. Il y a eu des discussions dans des entreprises, il y a eu des discussions dans des branches. Moi, je m'étais particulièrement attachée à celles qui avaient des grilles de rémunération qui démarraient en dessous du SMIC. Alors évidemment, les salariés sont payés au SMIC, mais ils n'ont aucune perspective d'évolution, de progression salariale. Ils peuvent passer 10 ans, 15 ans dans ce cas-là dans une entreprise sans voir leur rémunération augmenter. On a eu des augmentations importantes avec notamment le secteur des hôtels, cafés, restaurants, vous savez, qui a revalorisé 16%. sa grille de 16% en moyenne. Il faudra évidemment que dans les prochains mois, on tienne compte de l'évolution des prix, comme de toute façon un certain nombre de mécanismes le prévoient. Vous savez qu'en France, on a une revalorisation automatique du SMIC en fonction de l'inflation. Donc ce sont des mécanismes qui seront sans doute appelés à jouer dans les prochains mois. Le candidat Macron a fait Alors, on parlait du président Macron qui s'occupe du plan de résilience. Maintenant, il y a le candidat Macron qui fait des annonces électorales. Supprimer la redevance, c'est pas démagogique? Je pense que c'est surtout cohérent avec la suppression de la taxe d'habitation que Emmanuel Macron a portée dans ce quinquennat. Vous savez que la redevance audiovisuelle, elle est collectée, si je peux dire, elle est appelée en même temps que la taxe d'habitation. On a supprimé la taxe d'habitation, on est en train de terminer pour les derniers Français. Donc c'est quelque chose qui est logique, qui est dans la continuité de ce qu'on a fait. Alors, certains y voient une attaque du service public. La redevance, on rappelle, elle finance toutes les entreprises audiovisuelles. Non, mais contrairement à d'autres candidats, je peux vous assurer que Emmanuel Macron souhaite préserver l'audiovisuel public. Et donc ce sera dans compensé. Le budget. Mais certains s'inquiètent du caractère d'indépendance. Quand on a une ressource qui est une taxe, c'est une taxe, mais au moins c'est pérenne dans le budget de l'État. Et je pense que c'est important pour les Français d'avoir aussi cette avancée sur le pouvoir d'achat. Et il faudra absolument assurer le financement de l'audiovisuel public auquel Emmanuel Macron est attaché. Elle rapporte combien, la redevance? Je ne suis pas capable de vous dire. C'est 138 € par Français, mais je ne suis pas capable de vous dire le montant. Alors, au moins 2 milliards, au minimum. L'argent magique, il va survivre à la crise Covid? On va pouvoir, comme ça, budgéter... par exemple, on supprime des impôts. Emmanuel Macron a dit on va continuer de supprimer des impôts. Tiens, on commence par la redevance. Mais on avait cru comprendre quand même que la situation des comptes publics en France était catastrophique. Vous aurez noté que contrairement à d'autres candidats, il ne propose pas d'augmenter de 10% les salaires en supprimant les charges sociales. Donc il faut évidemment continuer à agir sur la baisse des impôts pour les entreprises et pour les ménages. Mais quand on est en train de parler de la redevance audiovisuelle, c'est quelque chose qui est ciblé. Et de façon générale, le souci qu'on a et la préoccupation qu'on peut avoir, c'est de continuer aussi avec ces baisses d'impôts comme les impôts de production qui ont baissé dans le quinquennat, à soutenir la dynamique de notre économie, à créer davantage d'emplois et à permettre
à plus de Français d'accéder à l'emploi, parce que la meilleure réponse en termes de pouvoir d'achat, et le candidat Emmanuel Macron l'a redit hier, la meilleure façon de protéger le pouvoir d'achat, c'est de permettre à chacun de trouver un emploi. On en reparlera des propositions d'Emmanuel Macron. Il ne fait que commencer sa campagne. Il y a quelque chose de très concret, c'est le port du masque. Là, on parle des protocoles Covid. On annonce, ou plutôt Jean Castex avait annoncé pour le 14 mars, donc lundi prochain, la fin du port du masque en intérieur. Comment ça va se passer en entreprise ? Alors moi, j'ai réuni les organisations syndicales et patronales hier et on a effectivement évoqué le fait qu'à partir du 14 mars, donc lundi prochain, on va d'une part suspendre le pass vaccinal et d'autre part, c'est la fin de l'obligation du port du masque dans les espaces fermés et donc y compris en entreprise. Et puis les autres règles, les règles de distance, les 2 mètres quand vous n'avez pas de masque, le mètre quand vous en avez un, les règles dans la restauration collective, toutes ces règles vont disparaître. Donc ça veut dire que le protocole sanitaire en entreprise qui a été mis en place au printemps 2020 va lui aussi disparaître à partir de lundi prochain. C'est important ce que vous me dites. C'est la fin du protocole sanitaire en entreprise. C'est bien ça. Et donc, on va reprendre des règles normales en entreprise. Moi, j'ai indiqué aux organisations syndicales et patronales qu'on garderait un guide pratique pour que chacun sache où trouver les règles générales qui s'appliquent sur l'hygiène des mains, sur, par exemple, aussi le nettoyage des surfaces. Mais il n'y aura plus de protocole sanitaire en entreprise à partir de lundi prochain. Et puis, on a cette bonne nouvelle, je pense que beaucoup de salariés l'attendaient, c'est la fin du port du masque en entreprise à partir de lundi prochain. La fin du port du masque en entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Absolument. La fin des bureaux très espacés, ça aussi c'était dans le protocole. Ça aussi c'était dans le protocole et donc ça disparaît à partir de lundi. Il faudra continuer évidemment à appliquer des règles d'hygiène, le lavage des mains, le nettoyage des surfaces, l'aération des locaux, mais ce sont les règles générales qui s'appliqueront et donc ce guide pratique permettra de trouver tous les sites où on a ces règles générales qui s'appliqueront. Elisabeth Borne, on va retrouver des entreprises qui ressemblaient à ce qu'elles étaient avant mars 2020. C'est bien ça. À partir de lundi, on va reprendre une vie normale en entreprise, si je peux dire. On n'a plus besoin d'être 2 dans un ascenseur, on n'a plus besoin d'avoir cette chaise qui nous sépare. Absolument. On n'a plus besoin d'avoir... Et en matière de télétravail, alors ? Bien, en matière de télétravail, on avait déjà rendu la main aux entreprises, donc c'est maintenant des règles qui se définissent dans le dialogue au sein de l'entreprise entre l'employeur et les représentants des salariés. Je pense que des entreprises vont continuer à maintenir du télétravail parce que certains salariés le souhaitent, mais à une dose qui sera discutée dans le dialogue au sein de l'entreprise. Bon, c'est quand même une très bonne nouvelle. S'il n'y avait pas ce contexte international d'une gravité majeure, on pourrait parler d'un retour des jours heureux en entreprise. Oui. Les entreprises vont reprendre la physionomie qu'elles avaient avant la crise Covid. C'est ça, on va pouvoir redécouvrir le sourire de ses collègues. On va se re-regarder sans masque dans les entreprises. C'est aujourd'hui le 8 mars. Là aussi, on va parler des femmes, mais je voudrais dire un mot des femmes ukrainiennes, parce qu'on les voit évidemment en première ligne. Soit elles fuient dans des conditions épouvantables, soit elles subissent, ce qui est parfois mortel d'ailleurs, soit elles s'arment. Qu'est-ce que vous avez, vous, la ministre du Travail, peut-être comme message à adresser à ces femmes qui aussi arrivent chez nous et vont essayer de se poser le temps que la guerre cesse? C'est beaucoup d'admiration. On voit ces femmes qui, comme vous le dites, peuvent parfois prendre des armes, défendre leur pays, celles qui quittent leur pays avec des enfants. Évidemment, la France prendra toute sa part pour accueillir ces femmes, ces enfants ukrainiens. Et on y travaille, Gérald Darmanin, avec ses homologues européens. Avec Marlène Schiappa, on va aussi regarder comment on pourrait permettre à celles qui le souhaiteront, de travailler, puisque le statut dont elles vont bénéficier, c'est un statut qui est l'équivalent d'un statut de réfugié. Et donc, le cas échéant, si elles devaient rester un certain temps en France, il faudra aussi qu'elles puissent accéder à un travail. Assez rapidement. Le statut de réfugié permet d'avoir du travail et d'accéder évidemment à un certain nombre de droits. Hier, sur LCI, Emmanuel Macron, hier soir, dans l'émission spéciale consacrée aux femmes, a souligné l'intérêt de l'index professionnel, l'index d'égalité professionnelle. Alors, on ne va pas revenir dans les détails, mais ça oblige, ou en tout cas, ça incite les entreprises à accélérer leur processus en matière d'égalité.
Il y en a 16 alors, qui vont être soumises à des sanctions parce qu'elles n'ont pas suffisamment progressé. Elles vont avoir une taxe sur leur chiffre d'affaires, c'est ça? Alors, cet index, comme vous l'avez dit, il permet de mesurer de façon objective les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en entreprise. Et puis surtout, c'est une obligation de résultat pour les entreprises, puisque si leur note est inférieure à un certain seuil, alors elles s'exposent à une sanction financière qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Donc c'est quelque chose de très important. Ce qu'on voit, c'est que de façon générale, cette note, elle progresse, elle continue à progresser, avec peut-être quelque chose qui me tient à cœur, c'est que on avait deux indicateurs qui étaient un peu en retrait, notamment la part des femmes dans les plus hautes rémunérations, des 10 plus hautes rémunérations, qui traduit aussi le fait que les femmes sont sous-représentées dans les instances de direction des entreprises. Et c'est aussi un sujet sur lequel on a agi dans le quinquennat. Vous savez, avec les députés, on a aussi souhaité imposer des quotas de femmes dans les instances de direction des entreprises. Donc, pour en revenir à l'index, il y a effectivement d'ores et déjà 16 entreprises qui, pendant 3 ans, ont eu une note inférieure à 75, n'ont pas corrigé le tir et donc auront cette année une sanction. Et il y a encore du boulot, si je puis dire, parce qu'il y a un indicateur qui est encore un peu faiblard, si vous me permettez ce mot, c'est les hausses de salaire des femmes en congé maternité. Alors là, c'est effectivement assez choquant puisque c'est une obligation légale. Quand vous revenez de congé maternité, vous devez avoir la hausse moyenne de vos collègues. Et il y a encore effectivement un certain nombre d'entreprises qui n'appliquent pas la loi. Et heureusement, cet indicateur progresse lui aussi. Mais c'est effectivement utile pour les inspecteurs du travail de voir les entreprises qui ont 0 sur cet indicateur. Ça nous permet de cibler les contrôles. Merci Elisabeth Borne. Il y a du boulot encore. Vous voulez rester au gouvernement. Je crois que vous allez être candidate aux législatives. Bah écoutez, je vous confirme que j'y réfléchis, oui. Oui, bon, je disais tout à l'heure, vous avez maîtrisé bien l'art de la litote et aussi du non-dit, mais là, vous nous dites que vous allez être candidate. Vous souhaitez être candidate. Je souhaite être candidate, absolument. Et vous souhaitez rester ministre du Travail C'est pas moi qui décide, vous savez. Mais vous le souhaitez? D'abord, l'objectif, c'est effectivement que le président, maintenant candidat, soit réélu et le reste, on verra plus tard. Bon, enfin, ce serait pas mal. En tout cas, moi, je suis sur des sujets passionnants et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour transformer notre pays au service des Françaises et des Français. Merci d'avoir été ce matin sur le plateau du LCI. Bonne journée à vous.